Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour au sommet du Grand Paris. Après le logement, une urgence écologique et sociale, nous allons repenser la ville pour répondre à la crise climatique. Il faut dire que, rien que moi, comme vous dites, monsieur le ministre, il y a 10 ans, souvenez-vous, c'était il y a 12 ans, pardon, c'était la loi de 2010, et on est avec deux chevilles ouvrières quand même de cette loi. Et je pense notamment à Jean-François Montaïs, qui est en face de moi, président du directoire de la Société du Grand Paris, qui... c'est un coup de sabotage de François Hollande. Je rappelle juste que la loi relative au Grand Paris, c'était un projet urbain, social, économique d'intérêt national qui unit les grands territoires stratégiques de la région Île-de-France et s'appuie sur la création de réseaux de transport public de voyageurs dont le financement des infrastructures est assuré par l'État. Ça tombe bien, je le disais, vous êtes président de la Société du Grand Paris depuis à peu près 1 an et demi, si je ne me trompe pas, et c'est votre job justement de livrer d'ici à 2040 le Grand Paris Express, ses gares et ses quartiers. Monsieur le Président, où en est-on? Ah, ça y est. Je vais essayer de répondre. Votre micro, Jean-Pierre, peut-être? Ah, miracle. Merci beaucoup. Je vais répondre à votre question. Je vais devoir auparavant vous prier de m'excuser, ainsi que tous les participants, de devoir vous abandonner sans doute avant la fin de cette table ronde, mais si je le mentionne, ce n'est pas juste pour le plaisir de vous le dire, mais parce que j'ai une excuse qui n'est pas complètement sans lien avec nos débats du jour. Il se trouve que la Société du Grand Paris reçoit aujourd'hui une délégation de l'université Harvard, excusez du peu, dans son département de urban planning, puisque cette université s'intéresse à ce que les transformations urbaines peuvent devenir lorsqu'elles sont suscitées par un réseau de transport. On va essayer de les convaincre de l'intérêt de ce qu'on fait. Et on va essayer de le faire en pensant comme des Américains, ou presque, c'est-à-dire en pensant positivement, ce qui nous permettra d'ailleurs de faire le choix entre ce que j'entendais dans la précédente table ronde, des éléments de morosité ou d'inquiétude et des éléments d'enthousiasme. Ce choix ne sera pas très difficile, et j'en viens à ce que fait la Société du Grand Paris, parce que moi, j'ai aucune difficulté à être enthousiaste. Je vais vous dire où nous en sommes. Mais auparavant, je crois que vous aviez tout à fait raison de placer cet échange sous le signe du point de départ, la loi de 2010, qui est, je voudrais y insister, une loi qui anticipe le fait de repenser la ville. C'est tout à fait juste. Le premier article, il dit « Le Grand Paris est un projet urbain qui s'appuie sur un réseau de transport ». On l'oublie un peu, mais ce simple article est déjà une autre façon de réfléchir. C'est-à-dire que on a déjà une philosophie de ce réseau de transport qui est circulaire, qui fait se rejoindre des quartiers qui aujourd'hui se relient à 85% en voiture, qui anticipe les quartiers de gare. Je vais y venir dans une seconde. De rappeler juste 200 km de nouvelles lignes, 68 nouvelles gares et 100 projets immobiliers, c'est pas rien. Vous me coupez l'herbe sous le pied, mais c'est bien, ça va me permettre d'aller encore plus vite. Clés, quand même. Tout à fait, j'y viens. Ce que je veux souligner quand même, c'est qu'il y a 12 ans, on anticipe les questions dont nous parlons aujourd'hui. Cette notion d'anticipation, pour moi, elle est clé dans la question de repenser la ville. Il y a 12 ans, on essaie de commencer à repenser la ville en y réfléchissant avec un réseau d'une philosophie nouvelle, avec un objet nouveau chargé de le faire, qui est la Société du Grand Paris, avec tout un tas de réflexions qui alimentent ça. Où est-ce que nous en sommes? Effectivement, on peut rappeler que ce que nous faisons est dimensionnant, pour utiliser un terme un peu technocratique, mais qui a du sens. 200 km de nouveaux métros, c'est l'équivalent de l'actuel métro. Autour de ce réseau vont se développer 68 quartiers de gare. 68 quartiers de gare, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la table ronde précédente? C'est 32 millions de mètres carrés de surface de plancher potentiellement constructibles. 32 millions sur les quartiers de gare, 800 mètres autour des gares. À l'intérieur de ces 32 millions, il y en a 1 million qui sont à la main de la Société du Grand Paris, outil qui a été conçu pour fabriquer le métro, mais aussi pour urbaniser autour et faire de l'immobilier. Il y a une filiale qui a été créée, SGP Immobilier, pour faire de la copromotion. Tous les promoteurs de la salle peuvent rappeler Jean-François Montaïs cet après-midi. Exactement, je serai évidemment à leur totale et entière disposition. Ce qui est important là aussi, c'est que nous sommes dans la même démarche, celle de l'anticipation. Nous allons très prochainement rendre public ce qu'est notre approche des conditions d'une urbanisation qui permettent de penser la ville de demain, économe en énergie, sobre, durable,
agréable, belle, c'est très important. Nous allons le faire en partenariat. Tout ce que nous faisons est en partenariat. Je crois qu'autour de la table, j'ai des relations d'ores et déjà et potentielles avec absolument tout le monde. Nous essayons de construire les choses avec les autres. Et encore une fois, nous le faisons en anticipation. Un tout petit mot pour finir, parce que je m'aperçois que finalement, je n'ai pas répondu à votre question. Nous sommes en ligne. Attend des lignes qui devaient sortir en 2024 et qui seront Nous sommes en ligne 2026. avec les annonces de mise en service que nous avons faites en juillet de l'année dernière. C'est-à-dire qu'effectivement, l'horizon de terminaison du réseau, c'est aux alentours de 2030. Je souligne simplement, là aussi, on évoquait ce qui est mieux aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait hier. Le métro que nous connaissons, c'est 100 ans pour le fabriquer. Le Grand Paris Express, c'est 20 ans. On a une vraie accélération qui correspond à de l'urgence notamment climatique, mais on est vraiment totalement dédié à ceci. Vaste programme, en effet. Katayoun Panahi, justement, on reste un peu dans les transports immobiliers, puisque vous êtes directrice de SNCF Immobilier. Rappelons-le quand même, la SNCF, c'est le premier propriétaire foncier du pays derrière l'Église. Désolé pour la séparation de l'Église et de l'État, et devant l'État. Justement, comment vous, sur les délaissés ferroviaires, les accotements, vous y construisez des morceaux de ville, mais quels freins aussi vous pouvez rencontrer? Parce que les collectivités, elles sont autour, les habitants, ils sont autour. Donc c'est aussi important d'en parler. Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste une petite précision, César, pardonnez-moi de vous reprendre, mais la SNCF, c'est le deuxième propriétaire foncier après l'État et avant l'Église. C'est le deuxième propriétaire. Alors, effectivement, c'est vrai que le transport ferroviaire est un mode de transport écologique intrinsèquement. Juste peut-être quelques données pour pour étayer cette assertion. Lorsque vous voyagez en train, vous émettez 50 fois moins de CO2 que si vous faisiez le même trajet en voiture. Et lorsqu'une tonne de marchandises circule par le fret, elle émet 9 fois moins de CO2 que si elle était transportée par la route. Donc il y a un véritable intérêt à favoriser l'accès au train. Et nous le faisons non seulement à travers notre offre de transport, mais nous le faisons aussi à travers notre patrimoine foncier et immobilier. C'est là que la branche immobilière intervient et c'est là que le fait d'être le deuxième propriétaire foncier de France nous responsabilise énormément. Nous sommes totalement conscients de cette responsabilité environnementale et sociale. Clés, parce qu'on n'a pas toujours l'ampleur du phénomène. 30 000 hectares de foncier et 12 millions de mètres carrés de bâtis en gestion. Et donc, conscient de cette responsabilité, il nous appartient, lorsque nous transformons les quartiers qui sont situés, les fonciers qui sont situés autour des gares, les délaissés ferroviaires, nous concentrons les habitats, les activités, les bureaux, les logements, les commerces, etc., autour des gares et nous favorisons l'accès au train. Ça, c'est déjà un premier atout écologique. Nous le faisons d'ailleurs en y créant souvent des pôles d'échange multimodaux qui permettent justement aussi aux populations qui malheureusement n'ont pas la possibilité d'habiter en zone urbaine dense et de prendre le train, et qui habitent plutôt dans les zones pavillonnaires périphériques, de pouvoir utiliser leur voiture et de venir jusqu'au pôle d'échange multimodal, d'y laisser leur voiture et de pouvoir accéder au train. Donc c'est vraiment un travail qui va dans le sens de la transition écologique. Et puis le deuxième atout de notre foncier ferroviaire, c'est d'être déjà assez fortement imperméabilisé, artificialisé. Je dirais c'est un peu contre-intuitif de parler d'atout, mais à l'heure du zéro artificialisation nette, le ZAN, qui est posé par la loi climat et résilience, c'est un véritable atout puisque ça nous permet justement de favoriser la mobilisation de ce foncier-là en priorité pour non seulement reperméabiliser ces sols, aller dans le sens de favoriser la biodiversité, créer des espaces végétalisés en pleine terre et créer des îlots de fraîcheur en zone urbaine dense. C'est nécessaire. Benoît Apparu, président d'Emerige, permettez-moi de vous appeler Monsieur le Ministre, puisque vous étiez ministre du Logement à l'époque de la loi de 2010. La région Île-de-France accueille chaque année, on l'a rappelé juste avant, 50 000 habitants supplémentaires. Les terrains manquent, ça ne va pas s'arranger avec l'objectif qu'a rappelé Katayoun de zéro artificialisation nette à 2050. Cette équation qui rend les élus tout sauf zen, excusez pour le jeu de mots. Autrement dit, comment on peut... C'était facile. Comment peut-on résoudre cette équation économique, écologique et foncière? Alors, vous avez cité finalement deux contradictions auxquelles nous sommes confrontés. Un, nous devons, d'ici 2030, puis il y a une deuxième étape en 2050, arrêter la consommation d'espace. Et c'est normal.
parce que c'est l'étalement urbain qui génère 42% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut arrêter l'étalement urbain, premier élément. Deuxième élément de l'équation, et là on génère de la contradiction, nous avons en Île-de-France, mais d'autres territoires nationaux sont dans le même cas, une tension démographique qui ne s'arrête pas. Et l'Île-de-France accueille 50 000 habitants de plus. Ça veut dire que pour répondre à ces 50 000 habitants de plus, il nous faut des mètres carrés de théâtre, de piscines, d'écoles, de logements, de bureaux, pour pouvoir accueillir dignement ces 50 000 personnes. Et là, on voit bien la contradiction, si on arrête de s'étaler ce qu'est l'histoire du développement urbain, si on veut quand même accueillir du monde, l'équation, quand on la pose comme ça, elle est finalement assez simple, il faut assumer la hauteur et la densité. Est-ce qu'il faut mieux parler de hauteur, de densité ou de surélévation? Parce que ces mots peuvent faire peur à la population. Les mots font peur à la population, évidemment, cette population transmet quelque part à ses élus locaux cette équation-là, et on se retrouve avec des collectivités locales, porte-parole de leurs habitants, qui effectivement ont plutôt tendance à freiner la hauteur et la densité, alors que pour résoudre l'équation à laquelle nous sommes confrontés, il nous faut assumer cette densité et ces hauteurs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, tout aussi essentiel, mais ça vient d'être évoqué à l'instant, c'est qu'il va falloir assumer de travailler sur des fonciers de seconde vie, de seconde main. Si vous me passez l'expression, travailler sur des fonciers d'occasion. Il faut arrêter le neuf en matière de foncier et passer sur l'occasion. On fera passer le message aux promoteurs qui sont restés. Et ils sont à peu près tous, je l'espère en tout cas, sur cette ligne-là. Pourquoi ? Parce que là encore, si on veut faire le ZAN, ce qui est indispensable pour arrêter l'étalement urbain, il va bien falloir trouver d'autres fonciers, et des fonciers qui ont déjà eu une vie, qu'on va réutiliser pour faire autre chose. Et c'est probablement dans cette articulation-là, de la hauteur, des fonciers de seconde vie, que l'on pourra résoudre l'équation à laquelle nous sommes confrontés. Anne-Sophie Grave, justement, l'équation est complexe, on vient de le voir. Vous êtes présidente de CDC Habitat, la filiale logement de la Caisse des dépôts. Sans vos appels à projets, justement, au bénéfice des promoteurs, en 2020, ils auraient été au chômage, puisque vous avez lancé des appels à manifestation d'intérêt pour les aider à relancer la machine productive. Mais voilà, il y a cette équation du ZAN, l'équation climatique. Comment on arrive à construire aujourd'hui des quartiers équilibrés, mixtes, et le mot à la mode, sobres? Bien, alors vous l'avez rappelé, effectivement, en 2020, on avait lancé un grand appel à projet d'acheter 40 000 VFA auprès des promoteurs, mais on était effectivement en action contracyclique, si je puis dire. Et puis, en 2021, on a changé un peu de notre fusil d'épaule, en ce sens qu'effectivement, avec la loi climat et cet objectif que vous avez rappelé de diminution de moitié du rythme d'artificialisation des sols en 10 ans, on s'est dit, mais oui, il faut qu'on produise maintenant différemment du logement. Et donc, nous avons décidé de remonter en fait sur la chaîne du foncier et puis d'illustrer ce que vient de dire Benoît Paru, c'est-à-dire d'aller effectivement sur des bâtiments recyclés. Ça peut être de la transformation de bureaux en logement, ça peut être de la transformation de locaux d'activité en logement, d'aller sur des reconversions de friches. Et justement, le fonds friche de 750 millions de l'État est censé être pérennisé dans le budget 2023 qui s'est présenté lundi prochain au Conseil des ministres. Vous en attendez beaucoup, par exemple, d'un fonds comme celui-ci? Je dirais qu'il est bienvenu parce que ces opérations, effectivement, elles sont plus complexes, plus longues, mais aussi plus coûteuses. Donc ça veut dire que, et quand même pour prendre quelques exemples, nous on a lancé cette démarche en 2021, donc elle a pris, je dirais, vraiment son ampleur en 2022. Et aujourd'hui, donc on va quand même sur des fonciers assez importants qui peuvent produire justement des quartiers de l'ordre de 200-300 logements avec des équipements, des commerces, mais aussi du tertiaire. Effectivement, je pense que les maires aussi, je dirais, sont très attentifs puisque finalement c'est une façon différente de refaire la ville. C'est mieux accepté par les habitants, ça c'est évident. Et alors pour donner un chiffre, je dirais, au niveau national, nous on a lancé ça en mars 2021 et aujourd'hui on a quand même identifié une capacité à faire de l'ordre de 28 000 logements alors, sur le territoire national. Bon, on peut prendre la moitié à peu près en Île-de-France, mais ça sera sur un temps beaucoup plus long. C'est-à-dire que tout à l'heure, la table ronde précédente parlait déjà des délais très longs pour produire du logement. Et bien là, effectivement, ça sera parce qu'il faut effectivement reconvertir ce foncier. Parfois, il faut démolir, il faut renaturer aussi, puisque souvent, voilà, on désimperméabilise les sols. Je vais prendre un exemple. Alors, finalement, c'était un peu anticipateur de la loi climat, puisque c'était dans le cadre d'un IMGP, donc Inventons la métropole du Grand Paris, qu'on avait eu la chance de gagner CDC Habitat avec des promoteurs. Et c'est sur la zone de Thierry.
Et donc, c'est une transformation d'une zone qui était complètement dédiée à la logistique et à des entrepôts, donc fortement imperméabilisés, 14 hectares. Il y a 8 hectares qui vont être redonnés à la nature, donc avec des parcs, des jardins potagers, enfin toutes sortes effectivement d'animations, on va dire, vertes, une façon de le dire. Mais c'est un quartier aussi, alors là aussi, ça va être sur un temps long, mais qui va faire sortir de terre de l'ordre de 2500 logements, voilà, des équipements, des commerces, un équipement métropolitain sur l'e-sport. Et puis bien sûr, la question des transports est essentielle, et c'est aussi possible de faire un quartier à cet endroit-là, puisqu'il y a une station de métro de la ligne 14 qui va arriver, il y a une gare TGV aussi qui va arriver. Voilà, donc voilà un exemple où on va être, je dirais, sur une renaturation très forte, tout en étant en capacité de produire du logement pour répondre aux besoins qui ont été largement rappelés dans la table ronde précédente. Donc nous répondons à ces enjeux de diminution de l'artificialisation des sols, mais en continuant à produire du logement, parce que les besoins sont là. Et Saint-Gobain, Pierre-André de Chalandard, merci Monsieur le Président d'être avec nous. Vous êtes patron du leader mondial de la fabrication et la distribution des matériaux de construction et de verre, mais aujourd'hui votre activité est tirée par la rénovation. Est-ce que ça signifie que la ville de demain, c'est une ville qui réhabilite plutôt que démolit et reconstruit ? Si vous voulez, permettez, je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais réagir à un propos de la table ronde précédente qui m'a beaucoup choqué en tant qu'industriel. Non, les industriels n'innovent pas uniquement sous la pression de la réglementation. Les industriels, ils innovent pour augmenter leur chiffre d'affaires, ils innovent parce que c'est leur ADN, ils innovent pour progresser. Même si la réglementation permet à l'innovation quelquefois d'acquérir un statut de produit de masse. Bon, mais donc pas non plus. voilà. Donc mais je me suis senti agressé tout à l'heure, donc je voulais réagir. Je voulais réagir. Je m'inscris en faux. Alors, la ville, c'est 2% de la surface de la Terre, c'est 70% des émissions de CO2. Donc le titre de votre table ronde, il est évident. Et c'est sûr que il faut s'attaquer à la ville, et les émissions de CO2 dans la ville, c'est le bâtiment et la mobilité, sachant que le bâtiment vient en premier. Comment on fait pour réduire les émissions de CO2 dans les bâtiments ? C'est sûr que c'est plus efficace de ce point de vue-là de rénover que de construire neuf, même si les bâtiments neufs seront bien plus efficaces en énergie que les bâtiments existants. Mais il faut démolir, il faut reconstruire. Donc ça consomme aussi de l'énergie et ça utilise du CO2. Donc globalement, on parle beaucoup du neuf et on sera forcé d'avoir du neuf. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de volume d'activité, on va basculer du neuf vers la rénovation. D'abord, reconstruire la ville, c'est pas les villes nouvelles. Hein. On part toujours de l'existant. L'intitulé, c'est repenser, pas reconstruire. Donc il faut repenser. Hein. Et aujourd'hui, j'ai écrit un livre là-dessus il y a 1 an et demi. Je veux dire, quand je revois l'urgence climatique qui se double de l'urgence énergétique aujourd'hui, je pense que ce sujet de la rénovation énergétique est encore plus important qu'il n'a jamais été, parce que c'est aussi un sujet qui va devenir social. Hein. Donc tout se conjugue pour qu'on accélère la rénovation. Et la bonne nouvelle, c'est que les puristes aimaient bien le neuf. Les architectes, historiquement, ils aimaient beaucoup le neuf. On voit que les architectes vont vers la rénovation. Oui, donc je pense qu'en termes de volume d'activité pour nos industries, pour Saint-Gobain, puisque c'est la question que vous me posez, je pense que la rénovation, qui est déjà en ville plus importante que le neuf en termes de volume d'activité, ça va s'accentuer. Donc c'est pour ça qu'on met aussi la priorité sur la rénovation. Est-ce que les moyens financiers sont à la hauteur des ambitions climatiques ? Je pense à la tribune de votre directeur général Benoît Bazin dans le JDD avant l'été, qui disait il faut mettre le paquet. Oui, on peut toujours mettre plus. On y met déjà un peu. Je pense, si vous voulez, que le signal prix, qui est quand même important. Alors, il a beaucoup d'inconvénients, le signal prix, puisqu'on essaie de faire le contraire. Mais le signal prix, il est quand même très... si vous voulez, de l'énergie, change les temps de retour, change les payback des travaux de rénovation énergétique. Oui, donc déjà, l'incitation est plus forte. Le nombre de gens qui réfléchissent à comment est-ce qu'ils vont consommer moins d'énergie cet hiver. Et c'est clair que d'améliorer l'enveloppe du bâtiment en même temps que de changer les chaudières ou de mettre ça y participe, et les économies sont extrêmement rapides de ce point de vue. Voilà, même si c'est vrai que le neuf, hein, on a une consommation intrinsèque qui est
Mais avec une bonne rénovation, on y arrive aussi. Et ça va plus vite. Et au total, ça coûte beaucoup moins cher que de reconstruire, de démolir et de reconstruire. Ben justement, on va donner la parole à un énergéticien qui travaille dans le neuf comme dans l'ancien. L'heure est à la sobriété énergétique. Jean-Pierre Frémont, directeur des territoires et l'action régionale chez EDF. Est-ce que la sobriété, c'est une des clés pour repenser la ville, justement? Puisque ça pourrait paraître contre-intuitif avec votre métier. Oui et non. Mais le président Chalandard me permet une transition facile. D'abord, en n'oubliant pas que le thème de votre session, c'est repenser la ville dans la crise climatique. Donc, je me concentrerai sur la crise climatique. Et comme l'a dit également le président Chalandard, les deux conducteurs, c'est le bâtiment et les transports. Je rappelle que sur la métropole du Grand Paris, c'est 50% d'émissions de gaz à effet de serre pour le bâtiment et 33% pour les transports. Donc on voit les priorités à agir. Alors, vous me parlez de sobriété. Alors, c'est un thème à la fois ancien et récent. Alors, ancien, parce que moi, il me rappelle mon enfance au début des années 70 avec la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Mais c'était déjà la réponse publique, si je puis dire, au choc pétrolier qui nous avait mis en difficulté à l'époque et la nécessité de produire des politiques de sobriété. Et aujourd'hui, une nouvelle séquence, alors multiple, entre la sortie du Covid, la crise en Ukraine et puis un certain nombre d'enjeux plus larges et plus profonds comme le changement climatique, dont on passait l'automne, on oublie vite les méfaits de l'été précédent. Je rappelle qu'il y a eu 121 communes la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, le 12 septembre pour être précis, qui ont battu en France des records de température par rapport à leur moyenne. Et donc, effectivement, le sujet de la sobriété revient au grand galop parce que toutes les politiques, par ailleurs, qui peuvent être menées ne suffiront pas à régler le problème étant pour les générations futures de tendre vers la neutralité carbone en 2050. Très bien, merci pour cette transition qui me fait penser à mes enfants qui sont encore là en 2050. Jean-François Montaigne, comment vous allez assurer justement un modèle sobre avec tous les chantiers que vous avez apportés et que vous avez rappelés tout à l'heure, avant de vous libérer? Première remarque, la question n'est pas d'assurer un modèle sobre, mais un modèle plus sobre. Parce que la vraie difficulté, c'est qu'on ne part pas de rien. Il faut quand même rappeler que ça fait un petit bout de temps qu'on a une stratégie nationale bas carbone, qu'on suit une trajectoire que j'ai la faiblesse de juger plutôt positive, malgré les efforts qui restent à accomplir en matière de réduction des gaz à effet de serre. La nouveauté, c'est qu'il faut faire un effort en plus et que, comme le disait le président Chalandard ou de précédents intervenants, il faut le faire avec maintenant, en plus de l'urgence climatique, l'urgence énergétique. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a une forme de changement d'approche qui me paraît, à nouveau à titre personnel, est une clarification intéressante, probablement bienvenue, et qui explique dans quel sens il faut aller. 2 mots juste pour dire comment nous voyons les choses à la Société du Grand Paris. C'est très simple, l'anticipation, je l'ai déjà dit, et l'innovation. Là encore, je reprends vos propos, rien ne sera possible sans innovation. Nous nous inscrivons dans ce schéma-là, à la fois pour l'objet que nous construisons, les objets que nous construisons, c'est-à-dire que la densité d'innovation dans ce futur métro automatique sans conducteur, elle est hallucinante. Je n'ai pas le temps de la détailler, mais voilà, on va faire rouler les métros en débrayant, si je puis dire, on va récupérer l'énergie de freinage, on va calculer les automatismes de façon à être encore plus sobre en énergie. On a évidemment, dans le cadre, c'est le deuxième point, de nos chantiers, des objectifs qui sont majeurs sur la réduction, sur la sobriété. Un seul exemple parmi des milliers, les techniques de construction sont travaillées depuis très longtemps pour réduire les gaz à effet de serre. C'est très souvent réduire la nécessité énergétique pour, par exemple, fabriquer du béton. Quand on fait du béton fibré, du béton bas carbone, on utilise moins d'énergie pour le fabriquer. Exactement. Ça va d'ailleurs aussi avec l'économie circulaire. Et bien entendu, puisqu'il s'agit de repenser la ville, l'anticipation de ces sujets fait que ce que nous entendons
participer à construire avec d'autres aura en ligne de mire cet objectif de sobriété. On a des gares, par exemple, qui ont été toutes conçues sur le principe des puits de lumière, pour essayer d'avoir de la lumière naturelle, toutes conçues sur des principes de circulation sobre en énergie. On aura des quartiers, je parlais de notre future présentation de ce que sont nos objectifs, qui devront respecter, les constructions que nous aurons en copromotion devront respecter ces types de principes. Merci Jean-François Monteils, on vous libère. Merci pour votre temps. Benoît Apparu, Jean-François Monteils l'a quand même évoqué, aujourd'hui il est nécessaire pour construire la ville de réemployer les matériaux de construction. L'économie circulaire est indispensable aujourd'hui sur les chantiers. Comment, est-ce que c'est un poste de coût, j'imagine, chez Emerige, et comment plus généralement vous prenez à bras le corps ce défi? Alors, on l'évoquait tout au long de cette table ronde, on a évidemment une multitude de boutons sur lesquels on peut appuyer pour répondre à l'équation que vous avez posée en introduction. L'un des boutons, c'est évidemment la réhabilitation de bâtiments existants ou la transformation d'actifs existants pour un autre usage. Chez Emerige, on a, sur les 5 dernières années, transformé 230 000 m² de bureaux en logements. Et donc, la réutilisation du bâtiment existant est évidemment un élément de l'équation. Deuxième élément de l'équation, vous l'avez évoqué, c'est de travailler sur des matériaux moins consommateurs de carbone. On a en cours, comme beaucoup de promoteurs immobiliers, une opération dans le 13e arrondissement sur un immeuble quasi de grande hauteur, il était 49 mètres, entièrement en bois. Et évidemment, on travaille sur les bétons bas carbone que Jean-François Monteils vient d'évoquer pour construire des bâtiments. Et puis il y a le troisième bouton, celui que vous venez d'évoquer dans votre question, qui est le réemploi de matériaux existants. Quand on fait un chantier, on peut réutiliser des matériaux déjà existants. On est pour notre part chez Emerige adhérent du booster du réemploi, où on prend des engagements sur un certain nombre de nos chantiers, et on a 2 chantiers expérimentaux en la matière, un à la Courneuve sur un chantier dit Babcock, et puis sur le secteur 6 à Saint-Ouen, où nous donnons l'obligation d'avoir un taux de réemploi de matériaux existants qui soit évidemment conséquent pour pouvoir aller dans la direction que vous évoquez. Ayez en tête que la taxonomie européenne nous oblige, dans les années qui viennent, à utiliser 70% de réemploi. 70% de réemploi. Objectivement, aujourd'hui, quand on en fait 2 ou 3% sur un chantier, c'est déjà beaucoup, donc on a un chemin considérable à parcourir. Enfin, dernier élément, d'après nos calculs, si je prends à date les coûts estimés pour remplir les objectifs de la RE 2020, qui en gros nous permet de faire de la construction décarbonée, on estime nous qu'on aura un coût autour de 166 € du mètre carré. C'est très précis. C'est très précis, on a fait des calculs effectivement très précis avec des cabinets. On est à 166 € du mètre carré à horizon 2030. Et on pense qu'entre aujourd'hui et 2030, ce coût va diminuer, sous l'effet de 2 phénomènes. Un, le phénomène de l'industrialisation. Quand on va massifier ce type d'éléments-là, on devrait avoir des réductions de coûts. Et puis, c'est l'essentiel, et je partage complètement ce qui a été évoqué tout à l'heure par le président Chalandard, c'est que l'innovation, la recherche va nous accompagner, va nous aider et va réduire les coûts de tout ça. Donc on a probablement un pic de coûts aujourd'hui, mais on peut estimer que dans les années qui viennent, ces coûts diminueront et qu'on devrait pouvoir assumer, accepter, à coût de construction légèrement supérieur, les obligations qui nous sont données par la loi. Katayoun Panahi, comment vous prenez justement ce virage de la sobriété constructive ? Peut-être juste avant de répondre à votre question, revenir sur ce qui vient d'être dit, puisque le thème c'est repenser la ville, notamment sur le territoire du Grand Paris, ce qui rend aujourd'hui l'exercice extrêmement compliqué. Ça a été dit à de multiples reprises et ce qui donne le sentiment aussi à l'ensemble des acteurs de la fabrique urbaine d'avoir le sentiment d'être soumis à des injonctions contradictoires où dès lors qu'il y a un foncier disponible, on nous demande à la fois de réaliser du logement et notamment du logement social parce qu'on est en zone tendue.
On nous demande à la fois d'y réaliser aussi des espaces végétalisés en pleine terre pour lutter contre les îlots de chaleur et favoriser la biodiversité dans un territoire comme celui-là. Lorsqu'on veut boucler le triptyque, donc une fois qu'on a fait du social, de l'écologie, qu'on veut faire boucler le modèle économique, on s'aperçoit quand même qu'on peine à boucler le modèle économique. La réglementation, on y revient, ne le permet pas. Oui, et pour quelle raison? C'est parce qu'aujourd'hui, on fonctionne encore avec des modèles qui malheureusement sont datés, qui sont des modèles qui reposent sur le paradigme de la période de reconstruction d'après-guerre, où il s'agissait de reconstruire le pays. Donc on était effectivement, on répondait à l'époque aux besoins de la période, ce qui n'est plus du tout aujourd'hui le cas. Et donc si on veut changer ça, il faut changer le modèle, il faut changer le corpus législatif et réglementaire de manière à permettre d'accélérer la prise en compte des enjeux de transition écologique. Et pour ce faire, il faut pouvoir intégrer la création de valeurs environnementales et sociales dans la valorisation du foncier. Vaste programme. Décidément, les parlementaires ont du travail quand possible. On écoute les tables rondes. Mais c'est possible et on a des idées en la matière. C'est ça, il faut que tout change pour que rien ne change, comme disait... Non, mais on peut intégrer la création de valeurs environnementales. Jean-François Monteils n'est plus là pour en parler, mais le modèle de la Société du Grand Paris Express, c'est précisément les propriétaires fonciers qui sont situés dans un rayon autour des futures gares qui vont bénéficier de la valorisation du foncier et qui contribuent au financement de la Société du Grand Paris. Alors, je ne dis pas qu'il faille fiscaliser davantage ni les particuliers ni les entreprises, surtout dans la période qui s'annonce difficile. Mais il est tout à fait possible d'intégrer le foncier, par exemple, dans le marché des quotas de CO2 et considérer que lorsqu'on réalise un puits de carbone, parce qu'on végétalise du foncier, eh bien, on peut bénéficier de crédits carbone. Voilà. Il peut y avoir des solutions, en tout cas. Il nous reste moins de 4 minutes. Anne-Sophie Grave, en 1 minute, s'il vous plaît. Justement, une idée pour vraiment, qui pourrait être applicable tout de suite maintenant, mais il faut sans attendre les réglementations que vous appelez chacun et chacune de vos voeux. Ça ne va pas être une idée, mais ça va être un démonstrateur. Allez-y. Puisqu'en fait, on le fait déjà. Et je vais prendre comme démonstrateur le village des athlètes qu'on est en train de construire pour les JO 2024. Qui doit être livré d'ici à fin 2023. Voilà, qu'on va livrer fin 2023 à la Solidéo. Et puis, la Solidéo nous le redonnera, d'une certaine façon, fin 2024 pour que, effectivement, on le transforme en logement. Donc aujourd'hui, on va livrer, donc, fin 2023, un quartier qui est en objectif, donc neutralité carbone 2050, en conception totalement bioclimatique, c'est-à-dire tirant parti de la ventilation naturelle, de l'ensoleillement, etc., avec différentes hauteurs de bâtiments, avec l'utilisation de matériaux biosourcés, donc le bois, du béton bas carbone. Et la paille et le chanvre? Non, alors là, il n'y aura pas de paille de chambre, mais c'est des immeubles aussi assez hauts. Hein. Benoît a parlé de la densité tout à l'heure, donc effectivement, ce sont des immeubles assez hauts. On sera raccordé à un réseau de chauffage urbain vertueux. Il y aura une forêt de fraîcheur, donc îlot de fraîcheur, je dirais, dans ce quartier, puisque l'objectif, effectivement, c'était de faire un démonstrateur, parce que c'est une vitrine internationale des capacités effectivement de la France sur la conception justement de la ville de demain, tout en étant sur la neutralité carbone. Et dernier sujet très important, c'est aussi que on va expérimenter à grande échelle la réversibilité des bâtiments, puisqu'on va d'abord livrer en fait pour faire des chambres pour loger les athlètes. Et après, ça va être reconverti soit en logements familiaux, soit en bureaux. Donc voilà, tout à l'heure on parlait de l'enthousiasme, on est très enthousiaste sur ce projet et ça montre. Alors ce qui est intéressant aussi quand même, ça veut dire que quand on veut aller plus vite, l'État et la législation sait le faire. Puisque là, effectivement, on a eu des permis, donc évidemment très rapidement, et des permis à double usage, donc qui permettaient de gérer la période des JO. C'est la loi d'exception olympique. Voilà. Il a fallu une loi d'exception quand même. Et ensuite, le logement familial. Mais justement, il avait été évoqué pendant la campagne présidentielle la dernière, d'aller aussi sur des lois un peu d'exception et des dérogations, notamment sur les quartiers de gare du Grand Paris. On les attend toujours. Pour aller plus vite, en fait, sur la construction. Mais ça veut dire que c'est possible. Voilà. Mais il faut de la volonté politique. Pierre-André Chalandard, vous qui côtoyez les responsables politiques et économiques depuis des années, c'est possible de tout ça, de simplifier la réglementation pour aller vers l'innovation, la sobriété constructive?
Mais la réglementation, elle n'est pas que négative, ça dépend des C'est sujets. pas ce que j'ai dit non plus. Il y a des sujets sur lesquels elle fait progresser. Moi, je crois beaucoup aux réglementations sur l'efficacité énergétique. Hein. Et les réglementations, c'est l'envers de ce que je disais en commençant, elle permet aux industriels de faire de l'innovation un produit de masse et donc d'arriver au même coût que le produit précédent. Donc de ce point de vue-là, la réglementation dans le bâtiment, je pense qu'elle peut avoir... Alors après, il y a des tas de réglementations qu'il faut revoir, hein, mais je pense que c'est un outil qu'il ne faut pas, qui est utile, hein, la réglementation dans beaucoup de domaines et qui peut faire progresser. Hein, simplement, il faut toiletter. Hein, voilà. Je voudrais revenir sur le sujet du réemploi, du recyclage. Je crois beaucoup à l'économie circulaire. Ça vous parle. Je crois beaucoup à l'économie circulaire. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je vais rajouter deux choses. La première, c'est qu'il y a aussi le recyclage. Nous, on a la chance chez Saint-Gobain que nos matériaux sont recyclables à l'infini. Donc, ce n'est pas du réemploi, c'est qu'on a besoin que, comme c'était dit à la table ronde précédente, que l'existant soit une banque de matériaux pour le futur. D'ailleurs, ça oblige à construire avec cette idée-là 30 ans à l'avance. Et donc, le recyclage est un élément très important. Et ce qui peut nous faire progresser, alors nous, dans notre propre empreinte CO2 de fabricant, c'est d'utiliser de plus en plus de matériaux recyclés. Hein. Pour faire du verre bas carbone, on sait maintenant faire du verre plat sans carbone, il faut mettre que du verre recyclé, du calcin. Et notre sujet, c'est qu'on n'en a pas assez. Hein. Donc là, il y a une mine très importante de l'économie circulaire. L'autre point, c'est que les matériaux de construction, c'est lourd. Et donc, le rapport du transport par rapport l'acheminement par rapport au prix de construction est très important. Et ça, c'est aussi une source très importante d'innovation pour aller vers la construction légère, hein, qui sera plus efficace à la fois en termes économiques et en termes de CO2. Donc voilà, mon message, et je reviens, je vais commencer par là, mais c'est que je crois que l'innovation est extrêmement puissante pour nous faire amener à repenser la ville dans tous les domaines, y compris pour les matériaux de construction. Très rapidement, Jean-Pierre Frémont, puisqu'on a déjà dépassé. Quelle vision, justement, un énergéticien comme vous porte de cette ville sobre qui va devoir construire, rénover, transporter des matériaux lourds? Alors là, si je vous en crois, j'ai déjà épuisé mon temps de parole. Hein. Donc je vais essayer d'être très ma bref. faute. Tout à l'heure, vous avez demandé comment devient-on sobre, et c'est vrai pour les individus, c'est vrai également pour les villes. Une personne sur deux vit déjà en milieu urbain dans notre humanité existante. Donc trois leviers hein, pour finir de manière optimiste cette séquence. D'abord, je pense une accélération très forte de l'électrification des usages. Ce n'est pas simplement un enjeu de décarbonation si on considère la mobilité électrique, mais cette transformation, cette substitution permet également un écrasement des consommations. Donc sobriété et électrification des usages font bon ménage. Le deuxième point, le président Chalandard l'a dit et Benoît Apparu également, c'est effectivement le levier de l'efficacité énergétique. Je pense que c'est un sujet qui est central. De ce point de vue, l'innovation précède incontestablement les réglementations et nous y croyons tant en matière d'acquisition, d'équipement, on le voit bien pour les ménages ou pour les entreprises. Les consommations d'énergie sont substantielles et puis on le voit également effectivement dans tous les enjeux de construction neuve et de rénovation thermique de bâtiments. Chez EDF, on estime à 40% possible hein, ces évolutions en matière de baisse de consommation liées à un renforcement de l'efficacité énergétique. Donc c'est considérable. Entre le renforcement des usages électriques, notamment dans la mobilité, c'est 45% de réduction des usages, 40% pour l'efficacité énergétique. Et puis les 15% qui restent, je reviens là-dessus. Hein. Alors en France, on n'aime pas ça parce qu'au fond, c'est pas lié à des politiques publiques très structurées. Ça appelle à des comportements individuels. Pour l'essentiel, c'est encore une fois la sobriété. Et les engagements que nous avons pris sont de réduire de 15% nos consommations par un surcroît d'engagement dans la sobriété. Donc il faut le vivre positivement, tout simplement. Retroussons nos manches et merci à vous d'avoir tenu les délais avec 4 petites minutes de retard. Merci à vous, mesdames et messieurs.